Écoutez, bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Dan Israël, je suis journaliste à Mediapart, membre du service économie et social. On est ravis de vous voir déjà nombreux et nombreux à la Cité Fertile. Merci beaucoup d'être là. Pour commencer, on va regarder une petite vidéo. Je voudrais vous montrer un petit extrait que nous sommes des millions en France et encore plus de millions dans le monde à avoir vu le 26 juillet, il y a moins de 4 mois. On va regarder dès que Arbel lance la vidéo. Alors où va-t-il, ce porteur de flammes? Il rentre dans des ateliers. Voilà. Alors, vous vous en souvenez peut-être, et vous l'avez compris, non, il ne s'agit pas d'un film publicitaire pour Louis Vuitton, mais bien d'un extrait de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc, cet extrait, cette séquence pose pas mal de questions. Comment et pourquoi un passage à la gloire d'une marque de mode et de maroquinerie française se retrouve dans le spectacle télévisé le plus regardé de l'année? Pourquoi c'est la seule marque qu'on a vue pendant toute cette cérémonie? Pourquoi est-ce qu'elle a eu le droit d'apparaître alors que normalement les règles du comité olympique c'est de ne pas montrer de marque pendant ces événements? Alors c'est beaucoup de questions et en fait personne n'a la réponse. C'est assez intéressant. Personne ne s'en est expliqué. Personne n'a vraiment posé la question et on n'a pas vraiment percé le mystère. Ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on va essayer de percer un peu le mystère. Pas seulement le mystère Louis Vuitton, mais le mystère qui entoure ces 4 lettres LVMH, un beau sigle. Pour commencer, est-ce que vous savez ce que ça veut dire LVMH? Est-ce que quelqu'un sait? Donc LVMH, c'est Louis Vuitton. Moët, comme Moët les Chandons, les champagnes, et Hennessy, comme le cognac. Bon, donc c'est déjà un nom un peu mystérieux. Encore plus mystérieux, il n'y a pas du tout seulement 4 marques dans ce groupe, mais il y en a 75. Donc comme on dit dans ce groupe, c'est des 75 maisons, de luxe mais pas seulement. Donc on fait un petit tour pour vous rappeler de quoi on parle. Donc LVMH, c'est les maisons de couture Louis Vuitton et Christian Dior, les chaussures Berluti, les bijoux Bulgari ou Tiffany, les montres Hublot, Tag Heuer, les champagnes Ruinart, Moët et Chandon, Krug, Veuve Clicquot, les cognacs Hennessy, les parfums Givenchy, les magasins de parfums Sephora, le grand magasin parisien Le Bon Marché, etc., etc. Donc en tout, LVMH, c'est le plus grand groupe de luxe du monde, la première entreprise française en termes de capitalisation boursière. C'est plus de 210 000 salariés dans le monde, presque 40 000 salariés en France et des bénéfices assez ahurissants. En 2023, le chiffre d'affaires du groupe, c'est 85 milliards d'euros dans le monde pour presque 16 milliards de bénéfices nets après impôts. Donc ça fait beaucoup. Derrière tous ces chiffres, il y a un homme, Bernard Arnault, le PDG de LVMH, pas du tout son fondateur ou son créateur, mais le PDG. L'homme le plus riche de France, parfois, selon les caprices de la bourse, l'homme le plus riche du monde. En ce moment, il est seulement le 5e plus riche, selon le magazine Forbes. On est un peu désolé pour lui. Et donc cet homme est un homme d'affaires, mais il est aussi patron de presse, puisqu'il détient Le Parisien, Les Échos, le quotidien économique, mais aussi 40% du magazine Challenge, 20% de l'Opinion, un autre petit quotidien. Donc on a Bernard Arnault, patron de presse, homme d'affaires, mais aussi un homme très politique. Il y a quelques semaines, le Nouvel Obs a raconté très bien comment, en juin, juste après la dissolution décidée par Emmanuel Macron, Bernard Arnault, sa femme et ses proches, ils ont milité ardemment auprès d'Emmanuel Macron pour éviter qu'un Premier ministre ou une Première ministre de gauche ne soit nommé. Donc il a beaucoup d'entrées dans les cercles politiques. On peut rappeler que Bernard Arnault était le témoin de mariage de Nicolas Sarkozy quand il s'est marié avec Cécilia ex-Sarkozy en 1996. Et aujourd'hui, c'est un intime du couple Macron. Au Nouvel Obs, un de leurs proches a décrit leur relation comme, je cite, une filiation intellectuelle et culturelle et même un crush. Donc ils sont très proches. Brigitte Macron aussi est proche du groupe. Elle est toujours habillée en Louis Vuitton ou en Christian Dior pour ses déplacements officiels. Et c'est LVMH qui finance entièrement
le réseau qu'elle appelle Live, qui est le réseau d'écoles de la seconde chance qu'elle a lancé un peu partout en France, donc entièrement financé par un groupe privé. Donc évidemment, tout cela pose des questions. Et pardon, il faut que je prenne ma deuxième feuille. Il y a un moment important dans la relation entre le couple Macron et Bernard Arnault, c'est en mars dernier, quand Emmanuel Macron a décerné à Bernard Arnault la Grand Croix de la Légion d'honneur. Donc c'est vraiment un titre très très prestigieux. En France, il y a seulement 75 personnes vivantes qui le portent aujourd'hui. Donc un événement. Et la cérémonie qui a eu lieu à cette occasion est un bon exemple pour comprendre ce qu'est Bernard Arnault, quels sont ses réseaux et pourquoi il est si puissant. Parce que parmi les invités, il y avait beaucoup d'hommes d'affaires, des Américains, à commencer par Elon Musk, fondateur de Tesla, de SpaceX, propriétaire de Twitter rebaptisé X, nommé tout récemment dans l'équipe, future équipe gouvernementale de Donald Trump aux États-Unis. Il y avait aussi les fondateurs ou dirigeants de Uber, de Airbnb. À cette cérémonie, il y avait également, bien sûr, beaucoup d'hommes politiques français et de femmes politiques françaises. Rachida Dati, la ministre de la Culture, Thierry Breton, l'ex-commissaire européen, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, les anciens ministres de l'économie et de l'intérieur, mais aussi la maire de Paris, Anne Hidalgo. Il y avait des artistes internationaux de premier plan, les chanteurs Beyoncé et Jay-Z, le pianiste Lang Lang, le plasticien Jeff Koons. Bon, ça donne un aperçu des réseaux. Mais Bernard Arnault et LVMH ont aussi leur part d'ombre. Cette part d'ombre a commencé justement, ça tombe bien, à être mise en lumière à l'occasion d'un procès qui s'est ouvert cette semaine. C'est le procès de Bernard Squarcini, l'ancien patron des services de renseignement intérieur. À partir de 2007, Bernard Squarcini a mis au service direct de LVMH et de Bernard Arnault les moyens de l'État, les moyens de renseignement de l'État, pendant qu'il était en poste et ensuite après qu'il ait quitté son poste. Il s'agissait de renseigner le groupe sur ses ennemis, de protéger Bernard Arnault ou d'espionner ceux qui lui déplaisaient, comme, on s'en souvient certainement, le journaliste François Ruffin, qui n'était pas encore député. À cette occasion, on diffuse 2 fois dans l'après-midi, dans la petite salle à côté des Écuries, son film, le film de François Ruffin, Merci Patron. Un petit rappel. Voilà, donc avec cet avant-goût, on essaye de vous dire qu'il y a vraiment de quoi examiner LVMH sous toutes les coutures, comme le promet le titre de ce petit rassemblement. On va essayer de faire ça. Tout l'après-midi, il y a 25 personnes qui vont défiler, des journalistes de Mediapart, mais pas du tout seulement, beaucoup d'autres invités. Et on va parler économie, politique, urbanisme, médias et aussi espionnage. Donc, voilà, on va démarrer. Je veux juste préciser 2 choses. D'abord, bien sûr, nous avons invité LVMH aujourd'hui pour que ses représentants viennent discuter avec nous, échanger, débattre, nous engueuler, nous contredire. Mais non seulement ils ne viennent pas, mais ils n'ont pas répondu à nos messages, ils n'ont même pas accusé réception de notre invitation. Et en fait, on en parlera plus tard, c'est pas nouveau, ça fait un petit moment que LVMH ne nous parle plus du tout. Voilà. Et enfin, on veut souligner, là, tous ensemble, quand on a préparé cette journée, on voulait souligner qu'on ne fait pas de chasse aux sorcières, on ne fait pas d'attaque personnelle. On s'arrête et on s'intéresse à Bernard Arnault et à son groupe, pas seulement, ou même pas du tout, pour ce qu'ils sont individuellement. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ils représentent. Ils illustrent de manière assez éclatante la manière dont, en France, on peut agir quand on est un grand patron, voire le plus grand des patrons, et quand on est la plus grosse entreprise du pays. Voilà. Alors on va commencer, je vais céder la place à mes camarades qui parlent quotidiennement d'économie à Mediapart, Martine Orange, Romaric Godin et Mathias Thépaut. Donc pour démarrer, c'est Martine qui va nous raconter comment Bernard Arnault est devenu le milliardaire qu'il est. Et ensuite, Romaric et Mathias vont essayer de démonter les mythes et les idées reçues qui veulent que ce dit milliardaire fait beaucoup de bien à la France. On va en discuter. Voilà. Et je précise enfin qu'il y aura plusieurs sessions, si vous le souhaitez, de questions-réponses. Donc n'hésitez pas, on fera circuler des micros. Voilà. Bon après-midi à tous et merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes et merci d'être venus en nombre à cette journée où nous avons éprouvé le besoin de revenir sur ce qu'était LVMH et surtout sur ce qu'il représentait dans notre histoire économique et politique en France. Et donc je vais commencer par vous raconter ce qu'est Bernard Arnault, comment il a constitué sa fortune, ce qu'est LVMH, etc. Alors, je répète déjà ce qu'a dit Dan.
on dit tout de suite, puisque très souvent il est présenté comme le créateur et le fondateur de LVMH, Bernard Arnault n'a jamais créé ni fondé LVMH. Bernard Arnault, et vous le verrez dans toute son histoire, c'est d'abord un financier qui fait des coûts financiers et qui s'appuie beaucoup sur des marques existantes, des héritages passés, et puis qui a aussi, et vous comprendrez pourquoi par son histoire familiale, un énorme amour pour l'immobilier. Et tout ça, il ne faut pas vous comprendre. Donc, Bernard Arnault, il y a quelques années, avait fait une confidence, qui était à moitié une confidence, au Financial Times en disant « J'ai toujours voulu être le premier ». C'était au moment où il arrivait au sommet de la gloire, parmi les plus grandes fortunes du monde. Et donc, on avait le sentiment effectivement qu'à ce moment-là, il avait atteint complètement son but. Il a dépensé toutes ces années pour arriver à ce sommet, des millions, voire des milliards en publicité, en communication, pour nous offrir l'image d'un empire sur papier glacé, totalement lisse et irréprochable, où on ne parle que de luxe, et pour reprendre le vers de Baudelaire, calme et volupté. Et donc, mais sauf que derrière cette image totalement façonnée, fabriquée, travaillée au jour le jour par des agences de communication et à coût de millions, il y a une autre histoire qui est une histoire de capitalisme, qui est une histoire de coups pendables, de coups tordus, de batailles boursières, d'opérations financières pas toujours très avouables, de pratiques qui sont qui ne sont pas exactement ce qu'on peut appeler la grammaire des affaires, pour reprendre certaines expressions bien connues de certains. Et donc, je vais commencer par qui est Bernard Arnault. Bernard Arnault, c'est d'abord fils d'une famille, d'un groupe immobilier qui s'appelait Ferrinel. Ferrinel, c'est un groupe de promotion immobilière bâti dans le Nord et qui qui s'est beaucoup développé dans la fin des années 60 et des années 70 en faisant de la promotion, en construisant, vous savez, toutes ces maisons, toutes ces résidences secondaires qui aujourd'hui sont considérées comme une lèpre sur un certain nombre de côtes de la France. Type les immeubles de Saint-Jean-de-Mont, etc. Et donc le groupe Ferrinel prospère comme ça pendant des années, jusqu'à ce que le premier choc pétrolier vienne marquer un coup d'arrêt à cette expansion et à ce modèle. Là-dessus, Bernard Arnault a fait Polytechnique, et arrive mai 81, il est persuadé que les socialo-communistes vont arriver au pouvoir et que les chars russes sont déjà vont arriver de façon imminente sur la place de la Concorde. Donc il émigre aux États-Unis pour refaire des programmes immobiliers au nom du groupe familial en Floride. À cette occasion, il rencontre un autre héritier d'un groupe familial immobilier qui lui aussi fait des programmes immobiliers en Floride, et ce monsieur s'appelle Donald Trump. Là-dessus, la promotion immobilière du groupe Ferrinel en Floride a un succès plus que relatif. Lui s'ennuie à New York et comprend assez vite que le danger socialo-communiste tel qu'il le redoutait n'est pas du tout présent, et qu'au contraire c'est l'occasion de revenir en France et peut-être de faire autre chose en France, parce qu'il y a des perspectives sont en train de s'ouvrir. Il en est d'autant plus persuadé que dans le même immeuble où il habite à New York, il y a quelqu'un qui est son voisin de palier, si je puis dire, qui s'appelle François de Combray. François de Combray, c'est l'ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Giscard d'Estaing, qui est devenu associé gérant de Lazare et qui travaille à New York pour Lazare.
Et celui-ci lui explique qu'il y a beaucoup de choses à faire, et Lazare est d'autant plus au cœur du système, et d'autant plus que ça a été la seule banque d'affaires qui n'a pas été nationalisée au moment de la période de nationalisation. Elle va devenir une pièce incontournable dans la recomposition du capitalisme français. Et donc, François de Combray lui explique tout ça, lui explique qu'il y a des coups fabuleux à faire, en disant à partir de New York, je ne peux pas t'aider, et je vais t'introduire auprès d'un des associés gérants de Lazare qui était l'un des plus importants, qui s'appelle Antoine Bernheim. Antoine Bernheim, c'est aussi celui qui a protégé Vincent Bolloré pendant plus de 30 ans. Entre autres, mais pour vous situer le personnage. Et là-dessus, donc, il rentre en France, et il rentre en France vers les années 83. Et à ce moment-là, il y a une énorme affaire, c'est l'époque où il y a les nationalisations, il y a les recompositions, et il y a aussi un énorme écroulement du tissu industriel français. Et dans cet écroulement du tissu industriel français, il y a une affaire qui est énorme, c'est l'Empire Boussac. L'Empire Boussac, en gros, c'est le groupe textile le plus important en France, qu'a les lainières de Roubaix, qu'a des filatures de lin, de coton, de textile, de laine, etc. Qui a Conforama, qui a fait des choses, qui a aussi le Bon Marché, qui a aussi la Belle Jardinière. Vous avez, et là-dessus, et ça a été un empire formidable, ça va vous rappeler quelque chose, parce qu'à un moment, c'est sommet, Marcel Boussac est l'homme le plus riche dans les années 60, et l'homme le plus riche de France, la 6e fortune du monde, et au-delà de son empire industriel, il a des journaux, lui aussi, il a des marques de luxe, lui aussi, il a des choses, ça vous rappelle quelque chose peut-être? Moi, ça m'a rappelé quelque chose en reprenant l'histoire. Et donc là-dessus, cet empire s'écroule, et il y a plus de 20 000 emplois qui sont en cause. Donc le gouvernement se dit il faut faire quelque chose, et donc essaie de trouver une solution de reprise. Il y a eu une première tentative de reprise au début des années 80 par les frères Villot, qui se sont très vite révélés des gens peu fréquentables et insolvables. Donc deuxième faillite, et c'est à ce moment-là que le gouvernement... Enfin, au moment de la reprise, il y a beaucoup de candidats. L'affaire Bernard Arnault nous amène à nous replonger un peu dans cette ambiance des années 80. C'est le moment où le capitalisme français se recompose, des groupes entiers s'effondrent, et derrière, il y a des fortunes qui sont en train de se constituer à la barre du tribunal de commerce. Et avec le soutien d'une banque qui sera essentielle, et ça se terminera très mal, qui s'appelle le Crédit Lyonnais. Donc parmi les repreneurs, vous retrouvez les candidats à la reprise, vous trouvez notamment Tapi, vous trouvez d'autres noms du textile, et puis il y a un inconnu qui surgit de nulle part, qui est Bernard Arnault. Bernard Arnault, il a pour lui le soutien d'Antoine Bernheim, comme je vous ai dit. Il est très vite, le Crédit Lyonnais accepte de le soutenir. Puis Bernard Arnault, il a un autre soutien moins avoué, dont Bernard Arnault le racontera seulement en 2020. C'est Alexandre Moatti dans son livre qui y fait référence. Comme quoi il a connu Laurent Fabius, alors Premier ministre, chez McKinsey, où ils faisaient tous les deux un stage. Bernard Arnault en tant que polytechnicien, Laurent Fabius en tant qu'énarque, dans les années 72-73. Et donc ça veut dire qu'ils se connaissent déjà. Laurent Fabius est à ce moment-là Premier ministre, et le dossier Boussac tombe dans l'escarcelle de Bernard Arnault. Pour prendre la reprise, l'État va demander en disant je suis prête à débloquer des aides autour d'1 milliard, mais
il faut que le repreneur puisse au moins mobiliser 400 millions. Bernard Arnault a dit j'ai 90 millions maximum. En fait, on s'apercevra qu'il ne les avait pas. Il a gagé les titres du groupe familial Ferrinel sans en parler à son père. Je vous laisse imaginer l'ambiance familiale après. Mais avec l'aide de quelqu'un qui se révélera décisif par toute la suite, ils ne se sépareront jamais, qui est Pierre Godet, qui est alors directeur financier du groupe Ferrinel et qui après l'accompagnera dans toute sa marche vers la construction de l'empire LVMH. Donc ils ont 90 millions, ils font un tour de table avec un fonds d'investissement qui appartient à Lazare, avec d'autres familles, et ils arrivent, plus un prêt du Crédit Lyonnais, ils arrivent donc à monter cette solution de reprise. Et plus tard, Bernard Arnault réussit à avoir un deuxième prêt auprès du Crédit Lyonnais et rachète les parts que détenaient encore les Villot et devient le premier actionnaire de Moussac. Là-dessus, cette histoire-là est inscrite d'ailleurs dans ses gènes, puisque dans les gènes du groupe encore aujourd'hui, puisque quand il reprend l'ensemble de l'empire Villot, il y a à la tête la financière Agache, qui est aujourd'hui la holding familiale de tête de l'ensemble du groupe et où là est répartie toute la fortune et gérée toute la fortune familiale. Et toute cette fortune est là. Et avec les Villot, il récupère encore d'autres actifs. Et donc, d'ores et déjà, à ce moment-là, il a le Bon Marché, la Belle Jardinière qui viendra après le siège de Louis Vuitton. Il a aussi le Conforama, avec le siège juste en face, le Pont Neuf. La géographie est importante parce que vous verrez, quand nous reparlerons de Paris, vous verrez que l'emprise de Bernard Arnault commence et qu'il est toujours très attentif aux actifs immobiliers et à la valeur des actifs immobiliers. Et puis il a aussi là-dessus le siège historique de la maison Dior rue François 1er, juste derrière les Champs-Élysées, et les parfums Dior. Après la reprise, en 2 ans, tout est nettoyé. Tout est nettoyé, il avait licencié, il a fait les choses, il ne garde plus que 2-3 activités, dont les parfums Dior, dont le Bon Marché, et c'est à partir de ce moment-là, et en revendant tout, en faisant des plus-values sur certaines activités assez importantes. Et il faudra que l'Union européenne insiste pour que l'État français lui demande le remboursement des 1 milliard d'aides qu'il a reçues, et ça se passera des années plus tard. Et à partir du moment où il a les parfums Dior, il commence déjà à rêver de luxe, à regarder un petit peu qu'est-ce qu'il peut faire dans le luxe, parce que pour lui, c'est des marques, c'est des actifs de prestige, c'est un capitalisme de rente, c'est un capitalisme sûr, etc. Vous ne verrez jamais Bernard Arnault s'aventurer vraiment dans des entreprises risquées. Et les seules fois où il a essayé de faire quelques pas au dehors, notamment dans des expériences de web ou d'internet ou des choses comme ça s'est toujours très mal fini. Il a perdu de l'argent et il est parti. Et donc là-dessus, il commence à rêver autour du luxe, et c'est à ce moment-là que en 87 se fonde un groupe qui est LVMH. C'est la réunion de deux familles, en fait, de 2 grandes familles qui sont dans le luxe depuis des décennies, voire une centaine d'années, qui est donc d'un côté Louis Vuitton, le Maltier, et de l'autre côté les spiritueux,
et la famille Moitensi, donc, qui a les champagnes et le cognac. Et donc, ils essaient de faire un groupe ensemble en disant, en combinant nos forces, on va pouvoir être beaucoup plus fort et faire quelque chose, un groupe de luxe vraiment beaucoup plus important. Là encore, c'est une idée de la Banque Lazare. Et sauf que d'abord, ce sont des groupes familiaux, les pouvoirs sont mal répartis, et très vite, il y a la zizanie au sein du groupe. Et là-dessus, Bernard Arnault comprend qu'il y a de la zizanie, profite des choses, va à droite, va à gauche, et finalement ramasse le groupe par des coups tordus, etc. C'est à ce moment-là aussi qu'il fait monter quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que on verra à partir de ce moment-là une tactique qu'il va utiliser pendant toutes ces années de croissance, c'est le recours à des cabinets de détectives privés, le recours à des filatures, des espionnages, ce que dans le monde des affaires on appelle ça l'intelligence économique, et notamment il passe par un cabinet qui deviendra très connu, qui est le cabinet Kroll, et qui permettra à partir de ce moment-là de sortir un certain nombre de dossiers sur l'évasion fiscale de la famille Récamier à Hong Kong, l'évasion fiscale de Moitensi en Suisse, etc. Tactique qu'il organisera exactement de la même façon quand il essaiera de partir à l'assaut d'Hermès en 2010. Et donc, à partir de... Il réussit... parce que c'est une affaire qui a duré 5 ans. Il y a eu des procès, de multiples procès, et en 1992, il finit par avoir vraiment le contrôle de LVMH et d'avoir sorti toutes les familles. 92, ça tombe bien parce que c'est aussi la date où le Crédit Lyonnais fait faillite. Or, le Crédit Lyonnais était non seulement partie prenante à toutes ces opérations, il lui prêtait beaucoup d'argent, mais aussi détenait des participations dans son groupe familial. La faillite du Crédit Lyonnais et la façon dont c'était organisé lui permettra de faire annuler une grande partie de ses crédits ou de racheter ses créances à très bas prix et de racheter les participations que détenait le Crédit Lyonnais à un prix défiant là encore toute concurrence et qui lui permet à partir de ce moment-là de s'assurer le contrôle absolu sur son groupe. Et donc, à partir de ce moment-là, commence les rachats partout, etc. Il achète, donc vous avez vu, il achète Kenzo, il achète Guerlain, il achète tout ce qu'il trouve, etc. Il rencontre un premier obstacle en 1999 avec le groupe Gucci, dont il est parti à l'attaque. Et là, pour la première fois, mais on sentait bien que ces deux milliardaires qui ont à peu près eu la même trajectoire, le rachat à barre de commerce, soutien du Crédit Lyonnais, enrichissement après avec la faillite du Crédit Lyonnais, se rencontrent. François Pinault se met face à lui, essaie de bloquer l'EPA, et pour la première fois, Pinault gagne face à Arnault, et au Grand Soul, il y a un terrain d'entente qui se trouve entre les deux milliardaires pour le soulagement du monde des affaires qui craignait de voir une guerre entre ces deux capitaine d'industrie, entre guillemets, et c'est aussi le moment où Pinault, finalement, fait la grande transformation de son groupe et marche exactement sur les mêmes traces que Bernard Arnault pour faire, lui aussi, un empire du luxe qui s'appelle Kering. Par la suite, alors pendant tous ces moments, à partir de 1993,
Bernard Arnault était déjà un homme important, mais devient un homme très important. Il est très proche de Balladur. Et dont on verra après plusieurs de ses ministres et de son directeur de cabinet, Nicolas Bazire, intégrer le groupe. Il y a Nicolas Sarkozy, il noue avec Nicolas Sarkozy une amitié qui sera indéfectible. Et il entre vraiment dans les arcanes du pouvoir présidentiel et tout. On le verra faire la même chose de façon plus modérée mais sur Paris, où le 13 mars 2001, alors que la mairie est à 8 jours des élections qui doivent marquer le basculement de la mairie de Paris à gauche, par la victoire de Delanoë, il embauche comme secrétaire général Marc-Antoine Jamet, qui est l'ancien trésorier du Parti socialiste, et qui est maintenant la cheville ouvrière de toutes les choses. Bernard Arnault a continué, il a racheté, mais après, une fois qu'il a assuré le luxe, il a continué en achetant des journaux, donc ça, les Échos, la Tribune d'abord, pour acheter les Échos, après Challenge, Le Parisien, maintenant Paris Match, et donc et on le voit, la dernière grande opération qu'on voit, où on voit l'intrication qui existe maintenant entre le pouvoir et le groupe LVMH, c'est l'affaire Tiffany. En fin 2019, il n'y a pas le Covid, Bernard Arnault a jeté son dévolu sur le groupe Tiffany, qui est un joaillier new-yorkais très connu, Tisha Tiffany, et donc a fait une proposition, a fait une EPA. Arrive le Covid et tout s'arrête, donc il veut renégocier, sauf que les contrats américains sont faits de telle sorte qu'ils n'arrivent pas à renégocier, et par quelque chose que l'on n'a jamais vu ni avant ni après. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, signe une lettre dont on ne verra jamais la production, qui ne sera jamais, dont même le secrétaire général du Quai d'Orsay ignora complètement l'existence et le contenu jusqu'à ce soit dévoilé, en disant non, au nom de l'intérêt supérieur de l'État, je demande à LVMH de ne pas poursuivre ses acquisitions aux États-Unis, car il y a un risque d'intérêt général. Et donc, à partir de ce moment-là, Bernard Arnault invoque ce cas de force majeure pour casser sa proposition de PA. Et à partir d'une lettre dont on ne verra jamais le contenu, et à partir de ce moment-là, des renégociations, cela lui permettra de reprendre Tiffany par la suite, mais en économisant 1 milliard. Voilà pour la suite. Après, dernier chapitre, c'est la bataille autour du groupe Lagardère, qui finira entre Bolloré et LVMH, et qui finalement ne sera pas une bataille, mais une entente entre 2 milliardaires pour se partager les dépouilles d'un empire déclinant. Voilà.